Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de vidéo. Enfin, pas vraiment nouveau. Je vais vous raconter une histoire, comme je l'avais fait l'année dernière avec l'histoire de Hushpuppi, le plus grand brouteur de tous les temps. Mais là, c'est pas une histoire trouvée sur internet ou une histoire que j'ai lue ou vue quelque part, mais c'est une histoire d'un abonné qui a vécu les pires moments de sa vie. Je vous certifie que cette histoire, elle est 100% réelle, 100% vraie. Tous les faits relatés se sont réellement produits. Il y a zéro fake, zéro exagération. C'est tout simplement la pure vérité. J'ai eu personnellement accès à tous les éléments, tous les échanges. Bref, vous allez comprendre. D'ailleurs, je vous avoue que même moi j'ai eu du mal au début. Mais encore une fois, je vous certifie que tout ce que vous allez voir par la suite est malheureusement vrai. Je reçois énormément de mails des gens qui me racontent un peu leurs mésaventures, etc. Mais à un tel niveau de dinguerie, j'en ai jamais reçu. Et vu que je vous sensibilise tout le temps contre les arnaques, etc., je me suis dit pourquoi pas vous raconter cette histoire. Pourquoi pas vous montrer tous les détails. Et attention, là, on ne parle pas de brouteur, de coupe en PCS ou de petites arnaques. Enfin, il n'y a pas de petites arnaques parce que chaque arnaque était une très grosse arnaque pour moi. Mais malheureusement, je ne vais pas faire une histoire ou une vidéo à chaque mail que je reçois. La plupart des arnaques, coupe en PCS, brouteur, machin, etc., on commence un peu à les connaître. Donc, dans ce format de vidéo, on va surtout voir les arnaques un peu communes. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de vous sensibiliser. Comme ça, si un jour vous faites face à peu près aux mêmes pratiques que nous allons voir, je suis sûr que ça va vous faire tilt. Donc, je vous demande juste de rester très attentif et de rester jusqu'à la fin, car là on commence avec une histoire, je pense que c'est la plus folle que j'ai reçue en 4 ou 5 ans de YouTube. Et juste avant de continuer, laissez-moi vous présenter... C'était quoi ce bruit? Ok, donc je disais, juste avant de commencer, laissez-moi... Ah mais c'est ça, j'ai compris. C'est parce que je vais vous parler de State of Survival Zombie War. C'est un jeu de stratégie et aussi de survie sur le thème des zombies. Il est gratuit et disponible sur iOS ou encore Android. Mais c'est quoi l'histoire alors? Comment ça des zombies? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout ça c'est à cause d'un certain Clint qui avait une société de recherche et finit par trouver une arme mortelle qui s'est transformée en catastrophe fatale pour le monde. Et vous incarnez un survivant qui doit construire sa maison, combattre des ennemis et des hordes de zombies. Et surtout votre mission principale est de mettre fin au complot de Clint afin de sauver l'humanité des ténèbres. Ce qui est bien avec State of Survival, c'est qu'il est différent des autres jeux de stratégie. Et personnellement, ce que j'apprécie, c'est des retournements de situation. Si tu es comme moi et que tu aimes les jeux de théorie et de stratégie, eh bien State of Survival il est fait pour toi. En plus, vous avez la possibilité d'explorer des zones totalement inconnues. L'histoire du jeu elle est vraiment intrigante. Alors si vous voulez la découvrir, je vous mets un lien dans la description ou encore le QR code qui s'affiche juste ici. Grâce à mon lien ou mon QR code, vous avez une chance de gagner l'une des 20 cartes Amazon d'une valeur de 50 €. Faites vite car ça ne dure que 14 jours. Et vous suffit tout simplement de passer au niveau 6 pour avoir une chance. Et vous pouvez aussi utiliser ce code créateur pour obtenir un pack de démarrage qui vous permet d'avoir énormément de ressources. 50 000 wood, 50 000 food et 50 000 métal. Vous aurez aussi de l'XP, un héros rare rusty et 300 biocaps. Bien sûr, cette offre est limitée, donc soyez parmi les premiers. Putain, je crois qu'ils arrivent. Mais c'est quoi tout ça? Oh non! Voilà, on peut maintenant attaquer la vidéo. Installez-vous confortablement, car l'histoire risque de vous choquer. Tout a commencé en avril 2019, quand Gabriel, vendeur d'instruments de musique au Japon, reçoit un mail d'une charmante demoiselle qui lui demande des renseignements. Des renseignements sur les instruments de musique qu'ils vendent, etc., etc. Jusqu'ici, aucun problème. C'est une cliente, c'est un mail qu'il en reçoit tout le temps. Elle lui dit qu'elle est intéressée et passionnée de musique aussi. Du coup, ils gardent contact et c'est devenu petit à petit une espèce d'amitié. Le contact et les échanges durent des mois et ils avaient même prévu de se voir. Et ils ont la même passion, elle compte acheter des instruments chez lui. C'est tout bénef pour Gabriel. Il a gagné une amie et une cliente. Gabriel, en me racontant son histoire, il m'a dit qu'il avait une certaine aisance relationnelle. Il a l'habitude de nouer des liens avec des clients qui partagent la même passion, etc. Mais avec cette demoiselle que nous appellerons Kera, une certaine confiance s'installe entre eux. Elle lui parle de sa vie privée, que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, aussi qu'elle a été adoptée par une famille d'accueil. Et elle lui précise que ses parents étaient aussi militaires. Oui, car Kera est militaire. Gardez cette information quelque part, elle a son importance pour la suite. Après des mois d'échanges par message, Kera propose une rencontre à Gabriel, parce qu'ils sont devenus amis maintenant et surtout pour voir quelques instruments de musique. Leur passion commune. Mais avant de se rencontrer, elle lui dit qu'elle doit partir avec son supérieur en mission en Amérique du Sud et qu'elle ne peut pas en dire plus car c'est confidentiel et surtout dangereux. On est au mois d'août et ça tombe très bien car Gabriel doit aussi s'absenter parce qu'il part en vacances et voir sa famille en France. Du coup, il prévoit de se voir dès leur retour tous les deux. Comme prévu, Gabriel retourne en France pour des vacances et Kera de son côté part en mission en Amérique du Sud. Malgré tout ça et la distance, ils continuent toujours à échanger par message. Gabriel lui raconte ses vacances. De son côté, Kera le rassure et lui dit que sa mission secrète se passe plutôt bien. Et un jour, comme à son habitude, Gabriel envoie un message à Kera mais il reçoit aucune réponse. Il la relance le lendemain et toujours rien. C'est la première fois que ça arrive depuis des mois d'échange. Généralement, elle répond quasi instantanément, mais là, ça fait plusieurs jours sans la moindre nouvelle de Kera. Gabriel trouve ça bizarre et s'inquiète quand même, jusqu'au jour où il reçoit un mail de Kera.
et elle lui dit que quelque chose de très grave s'est produit. Son supérieur avec qui elle est partie en mission, il s'est fait assassiner dans un parking. Elle explique que la mission secrète était un succès et un soir ils étaient partis au restaurant fêter la réussite. Un restaurant à la frontière vénézuélienne. Gabriel, en lisant tout ça, il est très surpris et comme la confiance elle est déjà là, il s'inquiète pour elle et c'est à partir de ce moment précis que les problèmes commencent. Car elle lui explique aussi que cette mission secrète concernait des gens haut placés et qu'il y avait même le gouvernement américain dans le coup. Et il y avait que elle et son escouade qui savaient la nature exacte de cette mission. Et surtout que dans toute cette histoire, il y avait une valise. Bref, un film, frère. Comme je l'ai dit avant, c'est que le début des histoires. Et la suite, elle... Waouh! Gabriel face à un tel mail, il est choqué, il commence à se faire des soucis pour Kera, qui lui envoie d'ailleurs un deuxième mail de détresse où elle lui demande son aide. Non, c'est pas comme on a l'habitude de voir un brouteur qui se cache derrière un faux profil, etc. et qui demande des coupons PCS. Je vous spoil pas, mais la suite elle est dingue. Kera sollicite donc l'aide de Gabriel et elle lui dit qu'elle a pu récupérer la fameuse valise. Une valise qui contient des documents très importants. Elle lui demande tout simplement de recevoir cette valise chez lui au Japon, jusqu'à son retour. Elle lui dit que c'est la seule personne de confiance qu'elle connaisse, étant donné que ça devait rester complètement discret. Et surtout qu'il doit rester muet et ne raconter ça à personne, car ça pouvait avoir des conséquences graves pour elle et pour lui. Bref, un beau discours bien rodé qu'une personne crédule malheureusement peut avaler. Et surtout après avoir créé une relation de confiance depuis plusieurs mois. Surpris et inquiet, Gabriel lui répond que c'est pas dangereux et qu'il n'y a pas une histoire de drogue ou des armes ou autre, il veut bien aider, mais juste la réception de la valise et rien de plus. Il a été clair avec elle sur ce point. Gabriel il m'a dit qu'à ce moment-là il avait zéro doute. Il a accepté comme n'importe qui accepterait de venir en aide à un ami, mais c'est la pire erreur de Gabriel. On parlait de problème tout à l'heure. Et bien tout commence à cet instant. Kera demande alors à Gabriel de prendre contact avec l'entreprise de livraison sécurisée et elle lui donne les coordonnées. Gabriel prend le temps de tout de même vérifier et il voit que l'entreprise existe réellement. Aucun problème. Elle lui dit que son supérieur qui est mort dans le parking avait l'habitude de passer par cette entreprise pour des affaires secrètes de ce genre. Il s'exécute alors. Gabriel prend contact avec cette entreprise spécialisée dans le transport. L'interlocuteur lui répond que Kera les a mis au courant de cette histoire de valise et que le protocole d'envoi a été accepté et qu'il devait juste envoyer une pièce d'identité pour pouvoir l'identifier à leur arrivée à Tokyo. Il envoie une photocopie de son passeport et quelques heures plus tard, il reçoit un mail de l'entreprise. Étant donné que le déplacement se fera par un diplomate, soit disant que c'est la règle pour ce genre de transactions sensibles. Et il doit s'acquitter de la somme de 5600 $. Soit 5000 €. Surpris, Gabriel demande à Kera, qui fait aussi semblant d'être surprise au début. Ensuite, elle lui dit que c'est normal compte tenu de la destination. Et bien sûr, n'étant pas au Japon, Kera ne peut pas régler cette somme, car elle a qu'une carte bancaire de l'armée et qu'elle ne peut en aucun cas faire cette transaction. Encore une fois parce que c'est une opération secrète, tout ça. Et en plus, comme son supérieur est mort, elle est obligée de rester sur place jusqu'à que la police militaire fasse son enquête et qu'elle soit auditionnée. Et que si Gabriel n'accepte pas de régler cette somme et l'histoire de la valise, elle serait certainement mise en prison car l'histoire de cette valise, enfin la découverte de cette valise, compromettrait beaucoup de choses et qu'elle ne peut pas pour l'instant divulguer l'exactitude de son contenu. Elle lui demande d'avancer cette somme et qu'elle le rembourse dès son retour. Et elle lui dit que normalement d'ici une petite quinzaine de jours, elle pourra enfin rentrer. Tout en jouant avec les sentiments de Gabriel, en lui disant qu'elle est complètement abattue par la mort de son supérieur, qui était comme un père pour elle, etc. Pris par un sentiment naturel de pitié, Gabriel accepte d'avancer la somme. Il prend contact avec l'agent de l'entreprise de transport qui s'appelle Jason et qui lui fournit un compte bancaire espagnol que Gabriel crédite de 5000 €. À ce moment-là, Gabriel est toujours en vacances en France. Jason confirme à Gabriel la réception du virement. Il lui envoie un mail avec plein de protocoles écrits que Gabriel ne comprend pas mais qui lui semble professionnel. Gabriel m'a dit que le mail est écrit d'une telle manière qu'il n'a rien vu à redire. Tout est en anglais et Gabriel lit parfaitement l'anglais. Et dans le mail, il lui demande aussi dans la foulée une date de livraison. Gabriel lui donne une date qui lui convient et un rendez-vous à Tokyo. Des jours passent et un matin, Jason confirme que la valise vient d'arriver à Londres et lui donne même un lien de tracking. Comme quand vous commandez un truc sur internet, vous recevez un lien de suivi. Et quand vous cliquez dessus, vous savez où se trouve votre colis. C'est exactement la même chose. C'est le lien que Gabriel a reçu. Et en cliquant sur le lien de tracking, Gabriel il voit que le colis est bien arrivé à Londres et tout colle. Rien de suspect ou de décelable. Tout paraît normal. Alors il va donner quelques nouvelles à Kera, il lui dit que la valise elle est arrivée à Londres, etc. Elle le remercie. Et elle lui dit encore une fois, dès qu'elle rentre, elle lui rembourse les 5000 €. Mais elle ne s'arrête pas là, car ensuite elle lui dit qu'elle doit lui expliquer quelque chose de très important. En fait, dans la valise, il n'y a pas que des documents, mais aussi une somme considérable d'argent. 2 millions de $. C'est un film. Cette histoire, elle est totalement vraie. J'ai tous les documents, tout ce qu'il faut pour prouver sa véracité. En quasiment 5 ans de traque d'arnaque sur internet, c'est la première fois de ma vie où je vois une telle dinguerie. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Encore une fois, Kera insiste sur le fait qu'il doit rester très discret et de raconter cette histoire à personne. Gabriel, un peu stressé mais en vacances, il réagit par la panique. Il m'a dit comme il a accepté de participer à tout ça, il doit aller au bout. D'autant plus qu'il vient de lâcher 5000 €, c'est pas une petite somme, et que la machine elle est déjà lancée. La valise elle est déjà en route. Le piège se referme peu à peu et Gabriel commence à être perdu. Quelques jours passent et il reçoit un nouveau mail de Jason avec un nouveau lien de suivi. Mais cette fois-ci, la valise arrive en Turquie. Encore une fois, le lien de suivi montre bien que la valise elle est en Turquie. Zéro doute pour Gabriel. Zéro doute. Jusqu'ici, tout colle.
Mais quelques heures plus tard, il reçoit un autre mail de Jason qui l'informe que la valise a été stoppée à la douane turque. Car apparemment il manque quelques documents. Un certificat de passage, un certificat qui certifie que la valise ne contient pas des trucs dangereux ou encore bizarres, et un autre papier pour éviter qu'il la passe dans le scanner. Donc, évitez d'ouvrir cette valise. Le mail est long et difficile à comprendre, avec énormément de documents officiels. Et Jason lui dit un autre truc très important. Il faut agir vite, très vite, car au-delà de 5 jours, les autorités turques procéderont à l'ouverture de la valise. Sauf que chacun des documents cités avant coûteront à Kera ou à Gabriel le premier document 15 500 $, le deuxième document 25 800 $, et le troisième 15 599 $. Un total de 60 400 $, soit 54 400 quelque chose. En euros. De nouveau paniqué, Gabriel envoie un message à Kera, il lui demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle comprend pas la situation et qu'elle n'a jamais eu ce problème auparavant. Il demande alors à Jason les conséquences s'il refuse de régler cette somme. Et là, c'est la douche froide. Il lui dit que si la douane ouvre la valise de Pandore et qu'il ne peut pas prouver l'origine de la somme, étant donné que Gabriel est le receveur et que tout a été fait à son nom. Donc, il est censé connaître le contenu, mais la provenance de l'argent. Et comme Kera est mandataire, ils seront tous les deux coupables de blanchiment d'argent. Ensuite, Jason lui dit s'il veut pas qu'Interpol sonne à sa porte, il devrait plutôt se concentrer sur comment trouver les fonds. Grosse panique pour Gabriel, il ne réfléchit plus clairement, mais il doit rester neutre face à sa famille vu que il n'a rien raconté. En plus de ça, Kera lui envoie un message pour lui dire qu'elle ne peut pas faire grand chose, vu qu'elle est bloquée en Amérique du Sud, encore une fois, etc., etc. Elle lui supplie de faire son mieux pour trouver cet argent, sinon ils risquent tous les deux 20 ans de prison. Encore une fois, elle lui promet de le rembourser dès que la situation se débloque. Et encore une fois, Gabriel la croit car ça fait des mois qu'il communique avec elle. N'ayant pas le choix et en panique car il ne peut pas en parler, il demande tout de même à quelques proches de l'aider à avoir environ 15 ou 18 000 €, en leur précisant qu'il a un problème personnel et qu'il ne peut pas l'expliquer pour l'instant. Connaissant Gabriel et son sérieux, ses proches ne se posent aucune question. Ils répondent présent. Ils acceptent de l'aider. Gabriel, il avait un peu d'argent, il le complète avec ce que ses proches lui ont donné. Il réussit enfin à avoir les 54 400 €. Il décide de faire le virement sur le compte bancaire turc que Jason lui a donné, sauf que tu fais pas un virement de 54 000 € comme ça. Gabriel, il découvre qu'il y a un plafond de 10 000 € par jour et 20 000 € par semaine. Je vous préchote, cela dépend des banques. Et la banque de Gabriel, c'était ça. Donc pour faire plus que 20 000, c'est toute une procédure, il faut remplir des papiers, voir ça avec son conseiller, justifier ses virements, tout ça. Et ça risque donc de prendre beaucoup plus que 5 jours prévus. Il met au courant Jason, il lui dit qu'il faut faire le virement plusieurs fois et qu'il lui faut un peu plus de temps. Jason lui dit qu'il vient de demander une rallonge de temps à son coursier diplomatique et que les autorités turques ont accepté cette demande. Gabriel envoie le premier virement, quelques jours plus tard il envoie le deuxième, et avant d'effectuer le troisième virement, une autre surprise. Jason lui dit que les douaniers ont pris connaissance que l'un des certificats stipule que la valise contient une somme dépassant le $1 million. Et pour pas avoir de problème et pouvoir déposer cette somme dans n'importe quelle institution financière, il faut un autre document. Et cet autre document, il coûte 34 000 €. Ça commence à faire beaucoup là, hein. Gabriel panique de plus en plus et il commence à se refermer sur lui. Il est devenu distant avec sa propre femme et apeuré envers sa famille. Et là, t'as Jason et Kera qui viennent rajouter une couche et qui lui font comprendre qu'il doit à nouveau se démerder. Sinon, il risque de très gros problèmes. Vu que tout est à son nom. Sauf que Gabriel n'a plus grand chose. Il ne va pas redemander de l'argent aux mêmes proches que pour les 54 000 €. La seule option qui lui reste, c'est d'aller demander à son père. Mais, encore une fois, il ne peut pas lui dire la vérité car c'est trop dangereux. Alors il invente toute une histoire. Il lui dit que c'est pour aider un ami qui veut construire une maison, car la banque de son ami elle a refusé le prêt, etc., etc. Et il lui dit que c'est une histoire de quelques semaines et il sera remboursé. Son père accepte, il lui donne de l'argent. Et Gabriel s'enfonce encore plus. Il paye la somme à Jason. Encore une fois, ça prend des jours et des jours à cause des plafonds, etc. Et une fois que tous les virements passés, Jason lui confirme que tout est ok, que la valise quitte enfin la Turquie et part en Chine avec un nouvel agent diplomatique. Tout est rentré dans l'ordre et lui donne une nouvelle date de livraison. Entre temps, Gabriel se calme. Il pense que tout est fini. Kera, encore une fois, le remercie et continue à prendre de ses nouvelles régulièrement. Donc pour Gabriel, une grande confiance s'installe dans cette relation. C'est la fin des vacances aussi pour Gabriel, donc il rentre enfin au Japon. Arrivé enfin le jour J, le jour de la livraison. Gabriel se rend au rendez-vous à l'adresse donnée par Jason, mais personne ne vient. Il contacte l'agent qui ne répond pas tout de suite, et Kera qui lui dit que c'est pas normal. Et le lendemain, Jason lui répond que son agent diplomatique a été arrêté à la douane chinoise pour défaut de papier. Il lui sort plein de mots techniques et inimaginables. Encore une fois pour Gabriel, c'est très réaliste. Il lui annonce qu'il faut impérativement payer 3% de taxes sur la somme de la valise. Ce qui veut dire 150 000 €. Il envoie un message à Kera et encore une fois elle fait semblant d'être surprise et elle envoie un mail insultant à Jason, juste pour montrer sa bonne foi à Gabriel, mais on sait que tout est bien où il est. Je pense qu'à ce stade de l'histoire vous avez tous compris le rôle de Kera. Il lui répond que tout ça fait partie du contrat et que son supérieur était au courant. Le supérieur, celui qui est mort dans le parking. Comme à son habitude, Gabriel gobe tout, complètement perdu. Et en plus de ça, Jason devient de plus en plus menaçant, de plus en plus agressif. Il lui dit que s'il ne paye pas, il laisse tomber ce dossier. Et ça sera le problème de Gabriel et Kera, et qu'il faudra assumer. Interpol, 20 ans de prison, le blanchiment d'argent, etc., etc. Kera, encore une fois, fait semblant de faire quelque chose. Bien évidemment, c'est du bullshit total. Et ça, vous commencez à le comprendre. Elle a fait croire à Gabriel qu'elle va le soutenir, mais elle peut mettre maximum 10 000 €, parce qu'elle est encore bloquée en Amérique du Sud, etc., etc. Du coup, Gabriel, il me dit qu'à ce moment-là,
il voit qu'elle fait des efforts. Il décide à son tour d'appeler un très bon ami à lui. Il lui explique qu'il est un peu dans la merde. Son ami, il ne veut pas en savoir plus, mais lui dit juste de ne pas faire le con. Et il lui avance la somme de 140 000 euros. Nous, les gens lambda, ça nous semble surréaliste, mais encore une fois, toute cette histoire est 100% vraie et que le cauchemar que Gabriel il vit, il est bien réel. Ils s'empotent, ils ont confiance, etc. Mais compte tenu de la somme, ils décident quand même de faire un contrat de reconnaissance de dette. Cette fois-ci, Jason lui demande de transférer cette somme sur un compte turc et c'est reparti pour un nouveau tour de virement à coût de 20 000 euros par semaine. Juste une petite précision car je voulais pas rentrer dans les détails, sinon ça prenait trop de temps. Pour transférer de telles sommes, Gabriel m'explique qu'il a dû magouiller par moment. Il faisait passer ça pour des ventes privées d'instruments de musique, histoire que sa banque facilite, il laisse passer les virements. Pris jusqu'à la gorge et fatigué, Gabriel ne peut plus de cette situation. Il ne peut pas tout arrêter car il a déjà avancé trop d'argent, mais il ne peut plus trop continuer non plus car il a tout simplement plus rien. Et les dettes commencent à s'accumuler. En plus de ça, il y a le Covid, etc. qui arrive, qui n'arrange pas trop sa situation, que ce soit professionnel ou encore personnel. À un moment, il avait tellement de pression qu'il m'a dit qu'il a même songé à passer à l'acte car il voyait plus le bout. Mais heureusement qu'il est resté lucide malgré tout ça. Je vais vous la faire courte. Tout le processus qu'on a vu avant dans la vidéo, la valise qui reste bloquée en Turquie, elle reste bloquée en Chine. Et maintenant, elle est bloquée au Japon. Comme vous l'avez vu à chaque fois, pour débloquer la situation, Gabriel devait sortir son chéquier. Tout le processus va se reproduire encore et encore. Et à chaque fois, Gabriel doit se démerder pour trouver l'argent et continuer à payer. En tout, Gabriel aura donné plus de 400 000 euros pour cette valise magique. Car oui, c'est une valise magique, elle n'a jamais existé. À force de demander de l'aide à ses amis, son père, ses proches, etc., ils veulent bien lui venir en aide, mais ils voient que ça n'en finit jamais. Donc ils ont tout fait pour le raisonner et lui demander d'arrêter d'envoyer de l'argent. Gabriel finit par tout leur raconter, toute cette histoire folle, et c'est à ce moment précis que Gabriel commence à réaliser et avoir des doutes. Il commence à faire des recherches, contre-croiser des informations, à fouiller dans les emails, il vérifie les documents, etc. Bon, il est vrai qu'il est un peu tard de faire toutes ces vérifications, compte tenu de la somme envoyée, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Gabriel se rend enfin compte de toute cette supercherie. Il tombe sur un blog d'une personne qui a eu affaire à exactement les mêmes personnes, car les escrocs utilisaient encore les mêmes pseudos, les mêmes adresses email. Et il fait des recherches sur la fameuse Kera. Avec toutes les photos qu'elle lui a envoyées, il voit que ce sont tout simplement des photos usurpées. La vraie Kera n'a jamais été en Amérique, car la vraie Kera, au même moment, elle était en vacances. Elle postait des photos sur Facebook ou encore Instagram. Bref, Gabriel comprend toute l'histoire. Il se rend compte qu'il vient de perdre 400 000 euros et se retrouve endetté. Tout l'argent emprunté à son père, ses amis, ses proches, etc., il faut le rendre un jour. D'autant plus qu'il faisait à chaque fois des reconnaissances de dettes, etc. Il est tout simplement dans une galère comme pas possible. Malheureusement pour Gabriel, il prend contact avec moi seulement à la fin de tout ça, car en m'envoyant tous les documents, les échanges de mails, les certificats qu'il recevait, je lui prouve en moins de 2 minutes que tout est faux. Les documents sont vulgairement photoshopés, la carte militaire de Kera a été usurpée, où on peut retrouver le même code et la même carte en faisant simplement une recherche inversée. Et le fameux colis, c'est exactement pareil. Ce sont tout simplement des photos récupérées sur internet, avec quelques modifications faites limite sous Paint, tellement c'est pas crédible. Vous vous rappelez aussi du lien de tracking qu'il recevait? Vous savez, le lien pour suivre le colis, etc. Eh bien, tout était faux. En faisant des recherches sur le site de l'entreprise, certains qui sont même encore en ligne, on peut voir encore une fois que ce sont tout simplement des vieilles templates. Des sites créés uniquement pour l'occasion et le lien de suivi n'est qu'un leurre, qui vous fait croire que votre colis est arrivé à un endroit précis, etc. J'avoue que, niveau crédibilité, même l'histoire, elle était plutôt bien ficelée. Pour une personne crédible, ne voit que du feu. Mais pour nous, les plus alertes, il suffit de faire quelques recherches et on comprend très vite la supercherie. Et c'est l'une des premières erreurs que Gabriel malheureusement a commis. S'il aurait juste pris 2 minutes pour faire ces quelques petites recherches sur le mail de Jason, les photos de Kera, les faux certificats qu'il recevait, il aurait juste économiser 400 000 euros. Après quelques recherches aussi de mon côté, j'ai vu que Gabriel était loin d'être la seule victime de cette même arnaque. On peut voir ici une histoire très similaire à celle de Gabriel, mais cette fois-ci la victime elle est brésilienne et qui a eu un préjudice financier de 11 000 $ environ. Et d'après mes recherches aussi, il y a des noms et des adresses que j'ai pu remonter, des adresses qui sont basées au Niger. Comme je l'ai expliqué à Gabriel malheureusement, quelques mois après cette histoire, à mon niveau, je peux pas faire grand chose. À la rigueur, pendant qu'il était en contact avec eux au tout début, pourquoi pas? J'aurais essayé de prendre le relais afin d'avoir des informations ou encore les infiltrer. Mais pour ce genre d'arnaque, ce genre de préjudice, les arnaqueurs vont très vite changer d'identité, de mail, adresse, nom, site, tout change. Je suis toujours en contact aujourd'hui avec Gabriel. Il a fini par raconter toute l'histoire à ses proches et à qui il a emprunté de l'argent. Et ils l'ont presque félicité d'avoir enfin réussi à sortir de cette merde. Il lui demande surtout de ne pas faire le con. Car oui, perdre une telle somme d'argent, c'est pas évident. Et heureusement pour Gabriel, il est bien entouré. J'avais dit à Gabriel que j'allais faire une vidéo sur son histoire pour vous prévenir et vous sensibiliser. Et il a tout de suite accepté. Mais il m'a demandé une chose. Il m'a dit: fais ton histoire, mais juste une chose. Aujourd'hui, il vous demande juste votre soutien et l'acceptation d'une situation qu'il n'a pas vu venir. Aujourd'hui, il essaie de reprendre son entreprise et sa vie en main. Il est toujours au Japon et il a pu rembourser environ 30% de la somme empruntée. On parle souvent d'arnaque sur cette chaîne, mais une arnaque aussi ingénieuse et aussi bien ficelée, personnellement, j'en ai jamais vu. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une vidéo et vous raconter toute cette histoire afin de vous alerter. La morale de cette histoire, et comme on le dit souvent ici, ne jamais faire confiance à une personne sur Internet. À une personne que vous n'avez jamais vue. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. Il faut en parler à vos proches,
aux gens en qui vous avez confiance. Comme on vient de le voir, il a suffi à Gabriel qu'il en parle autour de lui pour qu'il ouvre les yeux. Tout le temps avoir le réflexe de faire des recherches, de poser les bonnes questions. Et bien évidemment, on n'envoie pas le moindre centime à des inconnus. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Ce sont vos histoires et vos mésaventures que vous m'envoyez par email. Je suis sûr que c'est beaucoup plus parlant qu'une simple vidéo explicative. Je compte sur vous pour partager cette vidéo afin d'alerter vos proches. Si ça se trouve, quelqu'un, quelque part, il est en train de subir la même histoire que Gabriel. Donc cette vidéo, cette histoire peut l'alerter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ou si vous voulez plus d'histoires comme ça, car malheureusement, c'est vraiment pas ça qui manque. Et je compte sur vous, s'il vous plaît. Un maximum de soutien pour Gabriel, car il en a besoin. Et surtout, d'être indulgent. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao!